D'ailleurs, petite piste aussi là pour les femmes qui regardent mes vidéos et qui veulent travailler à distance. Si jamais tu fais une crise cardiaque ou un AVC dans ta chambre, bah, personne ne le saura. À chaque fois que tu bouges, tu repars de zéro. T'as pas de cercle social, tu dois tout refaire de zéro. Tu connais personne. C'est nul. La vérité sur les digital nomades, celle que personne ne vous dira. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des digital nomades. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'il y en a plein qui me demandent comment devenir digital nomade. Donc là déjà, je vais vous dire ce que c'est qu'un digital nomade. Moi, j'ai été digital nomade par le passé. Là, je ne le suis plus. Je me suis sédentarisé. Donc là, allez, je vous fais le sommaire de la vidéo. Donc voilà, au début, on va voir c'est quoi un digital nomade, les différents types de digital nomade. Ensuite, tous les points négatifs à être digital nomade. Donc là, j'ai divisé en plusieurs catégories. La première, ça sera toute la partie administration. Ensuite, la partie vie sociale, coût de la vie, charge mentale. Et enfin, la conclusion. Donc là, un digital nomade, c'est quoi? Un digital nomade, c'est quelqu'un qui travaille en remote. En remote, ça veut dire à distance, de n'importe où dans le monde. Et c'est quelqu'un qui n'est pas toujours au même endroit. Donc maximum, je dirais, moi, c'est 3 mois au même endroit. Après 3 mois, tu te barres, tu bouges, tu changes de ville, tu changes de pays, tu vois. Parce que si tu restes 6 mois dans la même ville, et que voilà, après tu pars et que tu reviens dans la ville où tu étais, tu n'es pas un digital nomade. Par contre, si tous les 6 mois, tu changes de pays, tu changes de ville, là oui, on peut dire que c'est un digital nomade. Donc là, voilà, je parle vraiment de la majorité qui font 3 mois à Bangkok, 1 mois à Ho Chi Minh, 2 mois à Dubaï, 3 mois à Marrakech, il rentre en France 1 mois, il repart je sais pas où. Bref, c'est quelqu'un qui est nomade, qui bouge tout le temps. C'est pour ça que je vous disais que moi, je me considère plus comme un digital nomade. Ça, ce rythme-là, je l'ai fait pendant quelques années, mais voilà, là, j'ai arrêté. Là, je suis à Ho Chi Minh, j'ai mon appart. Donc là, je suis un sédentaire. Et voilà, je vais vous dire les points négatifs que j'avais remarqués quand je faisais ça. Donc là, allez, déjà, le premier truc rapide, mon salaire, c'était de combien? Parce que voilà, faut situer quand même un minimum. Donc moi, mon TJM, donc là, c'est le taux journalier, hein. Donc moi, j'étais à 550 euros par jour. Et là, ça te fait des mois entre 7 000 et 12 000 euros. Ça dépend après si tu fais des heures supplémentaires, machin, parce que voilà, c'est 550 la journée. Mais normalement, c'est censé être des journées de 8 heures, tu vois. Si tu vas charbonner 15 heures, bah moi, je facturais les heures en plus. Donc allez, je vais vous dire tous les digital nomades que j'ai rencontrés dans ma carrière de digital nomade. Donc en général, je les ai rencontrés, c'était dans les cafés, tu vois. Il y a des fois, tu as des espaces de coworking, mais souvent dans les cafés, c'est même pas les trucs de coworking. C'est juste les gens, ils vont bosser dans les cafés. Et quand tu vas dans un café, en général, moi, je vais tout souvent dans le même, tu vois. Dès que j'en trouve un bien dans une ville, bah, j'allais tout le temps au même. Donc allez, en général, c'était ça. Soit dans le e-commerce. Après, j'ai pas fouiné, mais je pense pas que c'était du dropshipping. Je pense que c'était plus du Amazon FBA, des trucs comme ça. Après, il y en a certains qui étaient dans le digital marketing. Donc, digital marketing, ça veut dire ils font les pubs, ils font des pubs quoi sur Meta, Facebook. Après, c'est pas forcément que les pubs, il doit sûrement y avoir d'autres choses. Mais bon, vu que je suis pas expert de ce domaine-là, moi, le peu que je connais, ouais, c'est les pubs. Après, tu avais les designers. Donc, designers, c'est ceux qui font de UI, UX. Donc, interface utilisateur, expérience utilisateur, que ce soit pour les applications mobiles, les web apps, les SaaS. Bref, c'est de faire un site joli et ergonomique. Après, l'autre grosse catégorie, tu avais les influenceurs. Donc quand je dis influenceurs, c'est YouTubeurs, TikTok, Instagram, OnlyFans aussi, je les compte dedans. Et là, petite anecdote aussi, ça c'était il y a 2 ans quand j'étais à Rivergate, ou l'année dernière, c'était quand que j'étais à Rivergate? Ouais, il y a 2 ans. Quand j'étais à Rivergate, à la piscine, j'avais rencontré une Canadienne. Mais c'était une Canadienne d'origine vietnamienne. Et je parle avec elle et tout, j'ai dit alors tu fais quoi tu bosses dans quoi et tout? Elle m'a dit ouais, remote, machin. Et vous saviez c'était quoi son taf? D'ailleurs, petite piste aussi là pour les femmes qui regardent mes vidéos et qui veulent travailler à distance. Bah elle en fait, elle était payée pour jouer à des jeux vidéo avec des mecs. Donc c'était sur League of Legends, elle m'avait dit. Et elle était là, et je dis ah ouais, les mecs ils te payent pour jouer avec toi. Elle m'a dit ouais. League of Legends, je dis mais t'es forte. Elle m'a dit non. Elle était même pas forte, mais en fait c'était juste des mecs, tu sais, c'était les incels, les geeks, les trucs comme ça, ils ont personne à qui parler. Et du coup, bah, mais ils ont quand même un tas, donc ils ont de l'argent. Et vu qu'ils n'ont pas de vie sociale, et bah, une fois qu'ils ont payé leur loyer, leur bouffe, tu vois, il leur reste pas mal d'argent quand même. Et en fait, ils dépensent cet argent là-dedans, là. Ils payent des femmes pour jouer aux jeux vidéo avec elles. Donc si jamais vous êtes une femme,
et que vous jouez aux jeux vidéo, bah, sachez qu'il y a des mecs qui sont prêts à payer pour jouer avec vous. Et je lui ai demandé, hein, je lui ai dit, mais tu mets ta cam, machin et tout, tu sais, moi, avec mon esprit tordu et tout. Elle a compris, elle m'a dit non, des fois, elle met même pas la cam. Elle est juste là, micro, et juste, elle parle. Tu vois, elle parle avec eux. J'ai oublié les prix, mais je pense que ça doit être des 15, 20, 30 dollars de l'heure, peut-être 50 dollars, j'en sais rien en réalité. Mais voilà, elle avait l'air de vivre confortablement en tout cas. Donc voilà une idée de business pour les femmes. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Donc tous les inconvénients à être un digital nomade. La vérité sur les digital nomades. Je vais faire que des titres comme ça maintenant. Ça marche bien les titres avec la vérité. Tu peux mettre ce que tu veux, ça passe. La vérité sur les Vietnamiens. La vérité sur la France. Les trucs, ça donne grave envie de cliquer. Donc allez, la vérité sur les digital nomades. Donc là, le premier truc, administration. Donc là, déjà, les visas. Je vous donne le cas, le truc le plus chiant, c'est les visas, parce que vu que tu bosses à distance, tu bouges tout le temps, machin, bah t'as tout le temps que des visas touristes, en fait. T'as pas de visa de travail, t'as pas de visa de résident, machin, que des visas de touristes. Et il y a plein de pays avec le passeport français, c'est bien, tu peux avoir 3 mois, tu vois. Mais je vous donne l'exemple du Vietnam. Au début, quand j'étais venu, franchement, c'était une dinguerie, hein. Vous saviez, c'était combien la durée avec un passeport français? C'était 2 semaines. Il donnait que tu pouvais rester que 2 semaines dans le pays. Si tu payais, tu pouvais rester un mois. Après, ils ont changé. C'était un mois pour tout le monde, les passeports français. Et si tu payais, ça fait qu'un an, hein. Et si tu payes, maintenant, tu peux rester 3 mois. Et quand tu payes, je crois que c'est 25 dollars, un truc comme ça. Mais après, je me rappelle à Dubaï, Malaisie, c'était 3 mois. Japon, c'est 3 mois aussi. Thaïlande, ça change tout le temps. Une fois, ils font un mois, ils font 3 mois, ils reviennent à un mois, machin. Donc voilà, ça, première problématique, c'est le visa, tu vois. Tu peux pas. C'est un truc à faire attention, tu vois. Et en plus, c'est pas tu fais 3 mois, tu sors, tu reviens, tu ressors, tu reviens. Parce que non, il y a une durée, tu vois. C'est 3 mois maximum. euh, 90 jours sur 6 mois, tu vois. Donc si tu as fait 3 mois dans une intervalle de 6 mois, bah, tu peux pas revenir et retaper 3 mois. Je crois que pour Dubaï, c'est comme ça, mais à vérifier. Ça change tout le temps de toute façon. Autre truc relou aussi, assurance santé. Donc là, au début, la première année, quand tu es là, digital nomade, machin, tu peux juste te prendre une assurance Chapka. Chapka, c'était 450 dollars à l'année dans le monde entier, machin. Mais après un an, tu peux pas renouveler. Parce que voilà, c'est un an max. Et, euh, et voilà, et après, tu repasses par une assurance privée. Là, j'en ai une, je suis passé par une nouvelle assurance privée. Maintenant, ça s'appelle Safety Wing. Je crois que je paye 56 dollars par mois. Et ça, c'est vraiment l'assurance digital nomade, hein. Donc ça, après, il y a la question de l'âge, hein. Là, c'est quand tu as moins de 40 ans. Après, dès que tu dépasses les 40 ans, le prix, tu doubles. Donc voilà, là, c'est 56 dollars par mois. Je vais vous mettre le lien en description pour ceux qui veulent une assurance maladie. Je crois qu'il y a un mois offert pour vous, un mois offert pour moi, un truc comme ça. Après, l'autre machin que j'ai noté, bah la société. Il te faut une société pour recevoir les paiements, tu vois. Peu importe, hein, que tu sois digital nomade dans le domaine de l'IT, donc que tu fasses du dev, que tu sois digital nomade dans la création de contenu, machin, bah voilà, il te faut obligatoirement une société et un compte bancaire lié à cette société pour recevoir les paiements. Donc ça aussi à prévoir. Soit tu vas te créer une USLLC, soit une LLC en Estonie, je crois qu'il y a au Royaume-Uni, Irlande, Hong Kong, Singapour, c'est que les pays comme ça. Mais bon, il n'y a personne qui a de trucs en France, tu vois. Et après, compte bancaire aussi à avoir lié à la société. Et là, pareil, les comptes bancaires aussi, c'est relou parce que des fois, ils vont te demander un numéro de téléphone du pays où tu as ouvert la société. Et les numéros de téléphone, bah, il faut que ce soit une vraie carte SIM, tu vois. C'est pas les numéros en ligne où tu reçois un code SMS, c'est même pas le tien de numéro, machin. Ça marche plus, ça. Même les numéros virtuels, ça marche plus. Tu reçois jamais. Maintenant, ils appellent. Donc, il faut que ce soit une vraie SIM card avec un abonnement. C'est relou. Des fois, ils acceptent. Des fois, il te faut une adresse et pas d'adresse virtuelle, une adresse avec un code postal. Ça change tout le temps. Et donc, tu es là, tu as ton compte bancaire. Une fois que par miracle, tu as réussi à l'ouvrir, bah, il va falloir, je sais pas, si tu es sur YouTube, par exemple, et que tu fais des formations ou des trucs comme ça, ou bien du e-commerce, il va te falloir un Stripe. Et là, tu auras ton Stripe, tu as peur que ton Stripe se fasse sauter. Donc, tu te dis, vas-y, je laisse un petit peu d'argent sur le Stripe, un petit peu d'argent sur le compte bancaire. Après, tu vas voyager, tu vas te connecter. Stripe, ils vont voir que, putain, attends, c'est chelou, le mec, il était au Vietnam, maintenant il est à Dubaï, et le mois prochain, il sera en Thaïlande, machin.
Allez, hop, ils vont vérifier, ils vont te restreindre ton compte, machin, parce que c'est des bots, hein, c'est pas des humains qui vérifient, hein. Ils se font pas chier, mouvement suspect, truc, c'est bon, ton compte se fait bloquer, ton argent se fait bloquer, les fonds gelés, machin, et là, tu dois contacter service client, essayer de récupérer. Tout ça, faites très attention à ça, c'est relou de malade. Et pareil pour la résidence fiscale, hein, faut bien choisir sa résidence fiscale aussi, parce que tu peux pas être digital nomade. T'es là, tu dis voilà, je change de pays tous les 3 mois et tout, et j'ai pas de résidence fiscale. Non, t'es obligé d'avoir une résidence fiscale. Donc ça aussi, résidence fiscale, ça veut dire qu'il faut que tu aies une adresse dans le pays. Et faites pas la même connerie que moi. Moi, au début, pendant la première année, j'avais gardé mon logement en Suisse juste pour ça. Voilà. Je payais le logement, il était vide. Je payais l'assurance maladie, j'habitais même pas là-bas. Tous les mois, je devais lâcher 1500 francs, tu vois, juste pour garder. C'était n'importe quoi. Donc ça, arrangez-vous. Et voilà pour la partie administration. Allez, maintenant, on va passer à la partie vie sociale. Donc pour moi, c'est ça le plus gros point noir d'être digital nomade. On va mettre les pieds dans le plat. Le plus gros truc, pour moi, c'est la solitude. Les gars, je vous jure, vous allez être seul, hein. Moi, ça va, ça me dérange pas d'être seul. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude d'être tout le temps entouré, il aime bien parler avec les gens, il aime pas manger tout seul, dormir tout seul, ça, il aime bien être entouré, machin. Je vous jure, ça va être dur, hein. Parce que là, c'est vraiment la vraie solitude, hein. C'est, c'est pas le mitard non plus en prison, tu vois. Mais je veux dire, quand tu es là dans un pays étranger, tu connais personne, tu parles pas la langue, tu es dans une chambre d'hôtel, voilà, tu passes tes journées à bosser. Après, tu bosses, hein, c'est pas t'es seul à regarder le mur, hein, c'est que tu bosses en vrai, tu vois pas le temps passer, mais voilà, c'est. Des fois, tu te sens seul, on va dire. Et là, petite parenthèse aussi, comme tout le monde, je pense, tous ceux qui sont là, digital nomade, machin, on s'est tous dit, vas-y, je vais tenter les events professionnels, je vais me faire du réseau. Non, vas-y, je vais aller aux events. Tu vois, il y en a tout le temps sur Facebook. Ouais, en général, c'est sur Facebook qu'ils mettent. Donc les events, c'est partout, hein, c'est dans toutes les grosses villes, hein. Moi, je suis déjà allé à des events comme ça, à Bangkok, à Dubaï, à Ho Chi Minh, je voulais aller, mais je suis pas allé. Donc c'est des machins entrepreneurs, start-up, voilà, deviens la meilleure version de toi-même, réseautage, networking, IA, crypto, Web3, c'est que des machins comme ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais y aller et tout, je vais me faire du réseau moi aussi. Ça se trouve, je vais trouver des missions, des machins comme ça. Et en fait, et après, quand tu vas là-bas, c'est. Non, franchement, en vrai, il n'y a rien à gratter. Et pourquoi il n'y a rien à gratter? Parce qu'il y a que des gratteurs, en fait. Y a per- Tout le monde va là-bas pour gratter un truc, tu vois. Mais personne n'a rien à offrir. Donc ça sert à rien. Donc j'y vais même plus. Et après, on verra de toute façon les autres manières de sociabiliser. Bah du coup, ouais, manière suivante, c'est les dating apps. Donc là, tu dis, vas-y, j'y vais, dating app. Et là, ça marche. Honnêtement, ça marche. Quand t'es en Asie, machin, même Amérique du Sud, ça doit être pareil. Ça marche de malade, tu vois. Mais après, là, le problématique, c'est la tentation, en fait. C'est que tu vas plus travailler. Tu vois, t'es là, tu vas sortir, ça va te prendre. Tu vas boire un café, tu vas manger, machin, ça va te prendre 4 5 heures. Et en vrai, ça j'aurais dû te dire plus tôt, mais quand tu es digital nomade, tu bosses de malade. Moi, j'ai jamais autant bossé de ma vie que quand j'étais digital nomade. Tu tapes vraiment des 10 15 heures par jour, je rigole même pas. C'est pas du salariat, c'est pas juste 8 heures, hein. Surtout quand tu es le seul développeur sur un projet. Et c'est pareil, hein, que tu fasses du marketing machin, mais quand tu bosses dans une petite start-up, tu vois, ils sont une dizaine, chacun a un rôle défini, tu vois. Toi, tu es là, tu t'occupes de la partie technique, l'autre, il va s'occuper de la partie marketing. Mais en fait, tu dois tout faire et il y a 50 000 trucs à faire, tu vois. Et donc, t'as pas le temps. Tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes de malade. Et, et même si tu vas sortir en date ou avec des gens en soirée machin, tu vas même pas profiter parce que tu vas te dire, putain, là, les heures que je suis en train de passer maintenant, là, à manger, à sortir, à rigoler, machin, bah, c'est des heures que je vais devoir rattraper plus tard, tu vois. Et t'es là, tu penses, tu vois, le lendemain, tu dis, je vais être fatigué, je vais me décaler, le temps de me remettre dans le rythme et tout, il y en a pour une semaine, 2 semaines. Donc, en fait, tu sors même plus au final. Ou bien, quand tu sors, tu fais des petits, tu veux dater, tu vas te faire des petits trucs l'après-midi, tu sais. L'après-midi, petit café, 1 heure. Ouais, c'était cool, tu sais, juste pour parler avec des gens. Je te jure, c'était juste pour avoir des interactions sociales dans la vraie vie, tu vois. T'es là, tu parles un petit peu, c'est bon, t'as pris ta dose de sociabilité, tu rentres chez toi, tu retournes bosser. Enfin, chez toi, tu rentres dans ta chambre d'hôtel, tu retournes bosser.
Autre exemple aussi, quand tu es là, digital nomade, donc tu bosses à distance dans un pays étranger, machin, tu as tout le temps ton ordinateur sur toi. Ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est que c'est même pas tu l'as tout le temps en mode dès que tu vas bosser dans un café, t'as ton non, si tu l'as tout le temps. Même si tu sors pour aller au restaurant, tu dis vas-y, je vais aller manger, j'en ai pour 1 heure et demie, tu prends ton ordinateur avec toi. Parce que, ça on en parlera plus tard, parce qu'il y a le décalage horaire en fait, faut pas oublier. Et des fois, tu as des bugs, tu as des urgences, et encore pire, je vous ai dit, quand tu es le seul, la seule personne technique, ou bien la seule personne qui s'occupe du marketing, bref, un truc important où t'es, voilà, c'est toi qui gères le machin, tu es obligé d'avoir ton ordinateur sur toi. Des fois, tu en as besoin, tu vas juste corriger un bug, ça va peut-être te prendre 30 secondes, mais voilà, c'est un truc urgent à faire maintenant, parce que si tu le fais pas maintenant, ben, il y a des clients, ils sont là, ça marche pas, ils arrivent pas à se connecter, la page, elle s'affiche pas. Et du coup, tu es là, tu deviens parano et tu prends tout le temps ton ordinateur avec toi. Et enfin, autre point aussi concernant la vie sociale, mais ça, c'est pas vraiment vie sociale, mais c'est franchement, il faut avoir les nerfs solides, hein. Parce que quand tu es là, en Thaïlande, imagine, tu es à Pattaya, à Phuket, en Indonésie, bref, il y a la plage, tu as pris ton hôtel, tu te dis, vas-y, trop bien, je vais prendre un hôtel à côté de la plage. Par ta fenêtre, t'entends les gens rigoler, t'entends des meufs, t'entends de la musique, et toi, tu es là, tu as grave du taf. Je vous jure, faut pas céder à la tentation de sortir, hein. Faut rester focus sur son taf, hein. Parce que, oubliez pas, là, il n'y a pas d'histoire de CDI, machin, machin, hein. C'est voilà, le taf, surtout quand tu trouves une bonne mission longue, 100% remote, tu sais que ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Franchement, il faut être sérieux dans son taf, hein. Et voilà, donc bien garder en tête et ne pas céder à la tentation. Et c'est pas non plus. Après, bien sûr, il faut s'accorder quelques moments comme ça, mais je veux dire, faut bien définir tu sais, un temps pour chaque chose, tu vois. Même si c'est là, même s'il y a une fête dehors, même si c'est le truc, tu t'es dit non, là c'est jeudi, j'ai dit que je charbonnais, je dois finir ça, bah tu finis ça. La fête, c'est pas grave, t'iras un autre jour ou à une autre fête ou un machin comme ça. Allez, on passe à la catégorie suivante, le coût de la vie. Donc ça, c'est un truc moi aussi qui m'a saoulé, c'est que quand je dis coût de la vie, c'est pas par rapport à la France, mais c'est par rapport à un sédentaire qui lui vit en Asie. Je vous donne un exemple. Moi, là, l'appartement que j'ai ici, j'ai pris un contrat de 1 an et je paye l'équivalent, je crois, de 450 euros par mois. Un truc comme ça. Un grand appartement, le balcon, la piscine, machin, les trucs de base, tu vois, au Vietnam, dans tous les condos en Asie du Sud-Est, c'est comme ça de toute façon. Et là, tu te dis que quand tu es digital nomade, tu n'as pas accès à ces appartements-là. Parce que c'est des contrats de 1 an. Et tu vois, tu fais le calcul, tu te dis, bon, je suis digital nomade, je reste que 1 mois, 3 mois, je bouge tout le temps, je vais pas prendre un contrat de 1 mois, de 1 an. Et là, à l'inverse, donc 450, c'est un contrat à l'année. Et si jamais tu prends des contrats mensuels, parce qu'ils le font ici aussi, dans tous les condos en général, là, tu doubles. Tu passes de 450, non, tu doubles pas, mais tu passes de 450 à 800, par exemple. Donc, tu vois, tu te dis, putain, en fait, je suis limite en train de payer le double, juste parce que, voilà, je bouge tout le temps. Donc, ça aussi à prendre en compte. Et là encore, ça, c'est si tu prends un condo, donc un Airbnb, c'est sur Airbnb, tu vois. Donc, dans ton condo, tu auras un grand frigo, tu auras le congélateur, tu auras les plaques de cuisson. Après, c'est le minimum syndical, hein. Tu sais, tu as une casserole, une poêle, 3 assiettes, un bol, et voilà, tu vois. T'as pas de. Il faut encore que tu ailles acheter ton riz, l'huile. Tu sais, les petits trucs là, le poivre, les machins que tu achètes une fois et tu les gardes pendant 6 mois chez toi. Mais quand tu es là, tu es déjà non, t'as pas ces machins-là. Et du coup, vu que t'as pas, et quand tu es dans un hôtel, bah t'as pas de cuisine tout simplement. Et vu que tu es là, bah tu manges tout le temps dehors. Et quand tu manges dehors, bah ça te coûte cher. Et surtout, en Thaïlande, machin, là, ils vont dire, ah, mais attends, ça dépend, tu manges où en Thaïlande, machin, il y a des trucs, c'est à 40 bahts, à 30 bahts. Tu sais, les trucs, c'est vrai, il y a des machins dans les food courts, t'as une assiette avec du riz, du poisson pané ou bien un bol de ramen ou je sais pas, ça coûte 40 bahts, 50 bahts. Ça fait quoi? Ça fait 2,80 €, je sais même plus c'est quoi le taux de change. Mais voilà, c'est pas très cher. Mais on en revient au point d'avant, quand t'as beaucoup de taf, t'as passé ta journée à bosser, je te jure, t'as pas envie de sortir. T'as pas envie de sortir, t'es là, il y a Grab. Tu sais que sur Grab, tu peux choisir le plat que tu veux, le resto que tu veux, tu manges tranquillement chez toi. Le livreur, il va te livrer en bas en 20 minutes, machin. À la fin, tu commandes que sur Grab, tu manges dans ta chambre, tu vois. Et sur Grab, bah, c'est cher. Pour l'Asie du Sud-Est, je parle, hein. Mais là, pour vous donner un exemple, en Thaïlande ou même au Vietnam, hein, tu comptes à peu près 10 € par plat.
Donc 10 euros, si tu manges 2 fois par jour, 20 euros qui partent dans la bouffe. Plus l'hôtel, je t'ai dit, tu vas payer 800 balles, 900 balles. Donc en vrai, juste le logement et la bouffe, tu comptes au moins 1400, 1500 euros. Juste le logement et la bouffe. Donc ça aussi à prendre en compte. Donc voilà, le coût de la vie, c'était vraiment la comparaison avec un sédentaire qui vit en Asie du Sud-Est, pas avec un Français. Tu vois, en France, tu vas payer 800 euros de loyer pour un studio de merde en centre-ville. La bouffe, tu vas te faire flinguer, donc ça sera plus cher, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment en comparaison à un sédentaire. Mais comparé à un salarié en France qui paye son loyer machin, bah, ça sera quand même moins cher pour vous. Allez, on passe à la dernière catégorie. Donc là, la charge mentale. La charge mentale, pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme qui a été popularisé par les femmes sur les réseaux sociaux. Et en gros, c'est tous les machins auxquels tu dois penser dans la journée, tu vois. Genre, aller faire les courses, sortir les poubelles, machin. Et en général, c'est des trucs négatifs, tu vois. C'est là, ça va te polluer le cerveau. T'es pas tranquille, t'es pas serein. Voilà, c'est ça la charge mentale. Et là, je vais vous dire la charge mentale d'un digital nomade. Donc là, j'ai noté, la liste, elle est longue en plus, hein. Donc, là, les premiers trucs, Internet. Ça, je vous jure, c'est le premier truc. C'est ça, tu penses pas au début, hein. Mais après quelques mois, ça devient ta priorité. Avoir une connexion Internet stable. Pas forcément la vitesse, hein. T'as pas un truc de malade, hein. Tu t'en fous, tu vois. On fait pas du streaming ou des machins comme ça. Mais juste une connexion Internet stable. Et là, limite, quand tu prends un hôtel, moi, je faisais ça, je téléchargeais Speed Test là, et tu regardes la qualité de la connexion, la vitesse. Tu leur demandes, ouais, Internet, ça marche bien. Ouais, mais ça marche bien, 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 ça coupe jamais, machin. T'es là, ça devient un critère, ça, pour toi, la connexion Internet. Et même les trucs, ça, en Thaïlande, c'est un machin que j'aime pas. C'est encore les portails de login. Tu sais, tu dois mettre un numéro pour te connecter. Ils te donnent un code à la réception. Le code, il est valide qu'une semaine parce que la plupart des gens restent qu'une semaine. Mais toi, tu es là, tu restes 3 mois dans l'hôtel, tu vois. Ça fait toutes les semaines, ton machin, il expire. Faut que tu ailles à la réception, tu leur redemandes un machin. Faut pas... T'espères que ça expire pas pendant que tu es en train de faire un call important ou un machin comme ça. Donc voilà, ça à prendre en tête, à garder en tête, pardon. Point suivant, le décalage horaire. Donc là, avec le Vietnam, il y a 6 heures de décalage avec la France. Et voilà, ça dépend du pays où t'es. Mais Dubaï, c'était bien. Dubaï, je crois qu'il y avait que... je sais même plus, il y avait 2 heures ou un truc comme ça. Franchement, tu sais, tu regardes sur une carte, tu te dis, c'est loin quand même, hein, mais il y a que 2 heures. Ou bien il y a 4 heures, je me rappelle plus. Marquez-le en commentaire, ça fait longtemps que je suis pas allé à Dubaï. Mais voilà, décalage horaire à prendre en compte. Moi, sur mon téléphone, maintenant, j'ai tout le temps les 2 horloges. Horloge de France, horloge du Vietnam ou du pays où tu es. Comme ça, tu es là parce que c'est sûr et certain qu'il y aura la confusion tout le temps. Donc, pensez bien, quand vous donnez des rendez-vous à quelqu'un, dites bien heure de Paris, heure de Paris. Donc, à vous de faire le calcul. Parce que la plupart des gens, ils sont en France, ils sont pas en Asie du Sud-Est. Donc, c'est à vous de vous adapter, vous donnez bien l'heure de France. Point suivant, bah là c'est même l'un des points les plus importants, bah trouver des clients en fait. Tu sais, quand tu es là, quand une mission se termine, si t'as pas de clients, bah t'as pas d'argent, hein. Pour rappel, il n'y a pas de chômage, hein. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de CAF, il n'y a pas de CMU, PMU, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien. Si t'as pas de clients, t'es à poil. Donc ça aussi, ça met une pression supplémentaire. Surtout avec l'IA qui arrive, là, tu te dis, putain, mais attends, si je trouve pas de clients, je fais comment? Donc heureusement que les salaires, ils sont élevés, hein. Donc c'est pour ça, pensez bien à économiser, faites pas les fous avec votre argent, hein. Et en plus, souvent aussi, quand tu trouves des clients, c'est des missions courtes. C'est rare, hein, d'avoir du 100% remote pendant plusieurs années, hein. Si tu trouves ça, moi j'ai trouvé ça une seule fois, t'es un chanceux de malade, hein. La plupart, c'est des trucs 1 mois, 3 mois, après il faut que tu retrouves un autre client. Et les machins longs de plusieurs mois ou plusieurs années, ils te mettent 100% remote, mais en fait non, il faut que tu viennes sur site au moins une fois par mois. Au moins une fois par semaine, des fois. Et toi, t'es là, mais en fait, tu peux pas bouger. Même une fois par mois. T'imagines, t'es là, t'es à Lyon, tu te dis, vas-y, il faut que tu viennes une fois par mois. Je vais pas aller en Thaïlande le premier du mois pendant 3 semaines et après je reviens pour mon rendez-vous et je repars. Ça va me saouler. Donc faites attention aux offres de 100% télétravail. Souvent, c'est pas du vrai 100% télétravail. Autre truc de charge mentale, ton ordinateur qui tombe en panne. Ça aussi, ça fait flipper de malade. T'es là, tu te dis, putain, mais si mon ordi me lâche, bah je fais quoi? Tout me lâche en fait. Il y a tout dedans. Donc t'es là, c'est pour ça que prenez des bons ordi. Moi, je recommande les MacBook Pro de toute façon. C'est ce qu'il y a de mieux. Je vous jure, c'est ce qu'il y a de mieux. Que ce soit pour coder, pour faire du montage, pour faire tout ce que tu veux. Non, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour un truc. Sauf pour faire de l'IA. Si vous prévoyez de faire
de la génération d'images, génération de vidéos, machin, c'est éclaté au sol. C'est lent de malade, les MacBooks. Mais pour tout le reste, c'est parfait. Je vous jure, c'est vraiment bien. Autre truc de charge mentale. Tu voyages léger, tu as une toute petite valise. Et dans une toute petite valise de 7 kilos, tu peux pas mettre grand-chose. Donc ça aussi, je recommande, prenez un sac bandoulière. Moi, maintenant, j'ai une valise cabine et j'ai un sac bandoulière. Et dans mon sac, je mets mon ordinateur, je mets mon téléphone, je mets mon casque, je mets la caméra, je mets mes chargeurs, je mets ma batterie externe. Je mets tout ça dans le truc. Comme ça, c'est pas compté dans le poids. Et pourquoi je vous dis de prendre une valise cabine? Parce que voilà, vu que tu es digital nomade, bah, tu vas bouger tous les mois, tous les 3 mois. Et c'est relou d'avoir une grosse valise de 100 kilos. Déjà, le prix du billet, tu le multiplies par 2 ou par 3. C'est là, parce que voilà, systématiquement, tu auras une valise en soute, donc tu rajoutes. Après, quand l'avion il arrive, tu es là, il faut que tu attendes qu'il décharge ta valise. T'attends, tu auras le tapis roulant, machin, comme un teubé. Des fois, ça prend 1 heure. Moi, je recommande franchement valise cabine. Mais voilà, tu voyages léger, tu es plus libre, tu es plus mobile, tu es plus flexible. Mais tu peux pas mettre grand-chose dans ta valise. Donc quand je dis pas grand-chose, franchement, 7 kilos, ça va vite, hein. C'est quelques vêtements et voilà, tu vois. Et ça nous ramène au point qu'on a vu avant, le dating, tu vois. Quand tu es là, tu veux dater, bah, vu que tu as une valise, ou bien même, il y en a, ils ont même juste un sac à dos, hein. Et dedans, tu as 2 t-shirts, une chemise et un short, 3 calbutes et voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Je vous jure, j'avais honte, hein. T'es là, tu vas au date, la meuf, elle est là, robe de soirée, talons, elle s'est coiffée, elle s'est maquillée, et toi, t'arrives comme un clochard. T'arrives, tu sais, ce t-shirt là, t-shirt pour dormir, t-shirt comme ça, short claquette. Je te jure, je m'excusais, moi. Ouais, excuse et tout, j'ai pas de. Je pensais pas que t'allais t'habiller comme ça, machin. Et t'es là. Tu sais, tu vas pas dire, ouais, j'ai pas de vêtements. Tu sais, tu dis, je voyage léger, j'ai pas de vêtements. Elle va dire, mais c'est quoi ce clochard? Alors que non, t'es pas un clochard. Tu sais, t'as plus de thunes qu'elle, mais c'est juste que t'as une petite valise, tu peux pas mettre grand chose dedans. Donc, ça aussi à prendre en compte. Autre truc relou aussi. Et là, en lisant, je me rends compte, franchement, c'est des problèmes de riches, ça. Là, ouais. Donc désolé à ceux qui sont en France là, en mode galère machin. Franchement, je vous souhaite vraiment de trouver un travail. Formez-vous, j'ai donné la liste machin et que vous aussi vous puissiez vous expatrier. Mais voilà, là c'est la thématique, c'est pour les digital nomades. Donc voilà, c'est des problèmes de riches. Donc allez, j'ai noté. Mais en fait, c'est le problème de le shampoing, gel douche et dentifrice, tu vois. C'est que vu que tu voyages, tu peux pas avoir des liquides dans ta valise. Ou bien c'est 100 millilitres max dans un sachet hermétique machin et c'est bon, tu sais, t'as pas ça. Donc à chaque fois que tu arrives, bah t'es là, tu dois t'acheter une brosse à dents, tu dois t'acheter du dentifrice que tu sais que tu vas pas finir, tu t'achètes du shampoing, tu sais que tu vas pas le finir. Et en plus c'est relou parce que moi là, maintenant que je suis installé, tu sais, j'achète du shampoing de qualité, tu vois, je fais attention à mes cheveux, mon cuir chevelu machin. Enfin, je fais attention, c'est pas que je fais attention, c'est que j'ai les cheveux graves sensibles, tu vois. Donc, il faut que je mette des machins pas trop violents. Et la peau, pareil, t'es pH neutre, machin. Et ça, dans les hôtels, c'est des produits de merde, tu vois. Et quand t'es là, tu dois les acheter, bah, ils les vendent dans des gros flacons. Tu sais, c'est cher, tu sais que tu vas pas le finir. Du coup, c'est relou. T'es là, tu laisses les 3 quarts avant de partir. Donc voilà, ça aussi à prendre en compte. Et en fait, non, investissez dans les kits là où tu remplis tes machins. Mais non, ça va rien changer en fait, parce que t'as pas de base. Donc non, voilà, problème de riche. Point suivant aussi, alors les digital nomades, ça te rend parano. Donc ça aussi, c'est un machin que je faisais pas avant, mais maintenant je le fais. Dès que tu vas dans une chambre d'hôtel ou Airbnb, bah, je suis parano qu'il y ait des caméras qui me regardent. Donc là, dès que j'arrive dans la chambre, je me pose sur le lit comme ça et j'essaye de voir où est-ce qu'un voyeur il aurait mis des caméras. Et après, je regarde dans le téléphone, tu as des applications, je sais pas si ça marche ou si c'est de la merde, mais apparemment, ça te permet de savoir s'il y a des caméras cachées. Et du coup, pendant 1 heure, je suis là dans ma chambre avec mon téléphone. Tu sais, je le mets vers la clim, vers la télé, vers le truc d'incendie. Et voilà, en train de chercher des caméras. J'en ai encore jamais trouvé pour l'instant. Point suivant, pour la charge mentale. Donc, si jamais tu fais une crise cardiaque ou un AVC dans ta chambre, bah, personne ne le saura. Donc là aussi, la technique, c'est de ne pas réserver 1 mois d'un coup, voire 3 mois d'un coup. Donc, essayez de prendre... Moi, en général, je prends une semaine, tu vois. Mais là, j'ai un pote, lui, il prend tous les jours. Tous les matins, il se lève, il descend à la réception. Ouais, je prolonge d'une nuit. Et comme ça, pendant 3 mois, il prolonge tous les jours. Et moi, je fais une semaine. Mais voilà, ça, c'est une technique. Si jamais tu fais une crise cardiaque dans ta chambre, bah, vu que tu as fait que une semaine ou bien, allez, 2, 3 jours,
bah, quand ils vont venir faire le check-out, la femme de ménage, au moins ils vont trouver ton cadavre, tu vois. Et si jamais t'es pas mort, tu viens de le faire, bah voilà, peut-être qu'ils auront le temps d'appeler euh, les pompiers ou un bail comme ça. Donc voilà. Et autre anecdote aussi qui m'était arrivée, ça aussi, je vous donne la technique. Parce que voilà, quand tu es déjà nomade dans un pays, tu parles pas la langue, tu es tout seul, tu connais personne, en vrai, ça c'est une vraie problématique. Si t'arrive un truc dans ta chambre, comment tu fais? Surtout quand tu es dans un Airbnb, parce que hôtel, il y a du passage, tu vois. Ils sont obligés de donner des bouteilles d'eau, du PQ, donc ils vont frapper à ta porte. Bon, après, faut que tu aies la force de te lever, ouvrir la porte, hein. Mais bon, si tu es allongé, ah non, elle va pas rentrer, la femme de ménage. Non, elle va pas rentrer. Donc, non, il faut que tu mettes juste un jour. Tu prolonges tous les jours, comme ça, au moins, elle va rentrer et là, elle va te trouver. Et Airbnb, encore pire. Mais je vous disais, la technique, moi, une fois, j'étais malade comme un chien. C'était à Bangkok. Je crois que c'était le Covid. J'avais déjà eu le Covid en France. Je l'avais réattrapé à Bangkok. J'étais mal. Moi, je tombe pas souvent malade, hein, mais quand je tombe malade, c'est violent, violent. Et là, j'étais malade. J'ai cru que j'allais clamser. Je transpirais. J'avais même pas la force de me lever de mon lit. Là, j'étais dans un hôtel, pas dans un Airbnb. J'avais même pas la force d'aller me lever comme ça, descendre à la réception. Et là, je suis en train d'y penser. En fait, il y avait un téléphone dans la chambre. J'aurais pu truquer au téléphone, mais j'y avais pas pensé. Et j'étais comme ça. Et à l'époque, j'avais Tinder dans mon téléphone. Vous savez, j'ai fait quoi? Il y avait une meuf, je l'avais vue. Il y a plusieurs jours, hein, on était juste allé boire un café, machin. Et je lui ai envoyé un message à elle. J'avais personne d'autre. Il me fallait quelqu'un sur place. Quelqu'un sur place, il y avait que elle. Je lui envoie un message. Je lui dis, oh, je suis vraiment malade, un truc comme ça. Est-ce que tu peux venir et m'acheter des médicaments? Juste un machin comme ça, je connaissais rien. Et elle est venue, j'ai halluciné. Une demi-heure après, je sais pas comment elle a fait, elle est allée à la réception, ils lui ont donné le badge, elle est montée, elle a ouvert la porte, elle m'a donné les médicaments. Franchement, je lui dis merci, tu m'as sauvé la vie, tu vois. J'ai pris les médicaments. Et 3 jours après, j'allais mieux. Donc voilà, ne négligez pas les applications de rencontre. C'est pas seulement pour ce que vous croyez, ça peut aussi vous sauver la vie si jamais vous êtes tout seul. Donc voilà, allez, on passe à la conclusion de cette vidéo. Donc là, je vais vous dire pour moi le plus gros point négatif d'être un digital nomade. Bah, c'est que tu ne construis rien en fait. Tu peux pas construire quand tu es là, tu es tout le temps mobile. Quand tu es tout le temps nomade, tu n'es jamais au même endroit. Bah voilà, tu es là. À chaque fois que tu bouges, tu repars de zéro. T'as pas de cercle social, tu dois tout refaire de zéro. Tu connais personne. C'est nul. Franchement, c'est bien quand t'es jeune, tu vois, quand t'es dans ta vingtaine, début de trentaine. Bon, c'est marrant, quelques années. T'es là, t'as l'impression, tu dis, ah, trop bien, je voyage, machin. Mais je vous jure, c'est... Ça, moi, je recommande de le faire, ouais, dans votre vingtaine, début de trentaine max. Mais après, posez-vous dans un endroit où vous avez rien à y gagner, tu vois. Tu peux très bien bosser à distance et rester dans le même appartement pendant plusieurs mois. Il faut juste que tu règles le problème du visa. Mais une fois que tu as réglé ce problème-là, reste, c'est mieux. Ça va te coûter moins cher. Tu seras plus stable. Si jamais tu veux construire une vie de famille, machin, ça sera plus facile. Donc voilà, il y a plus d'avantages pour moi à être sédentaire qu'à être nomade. Après, là, ils vont dire, ah, mais tu peux être nomade avec ta famille. Ouais, mais voilà, une fois que tu as construit ta famille et que tu veux retourner à ce mode de vie nomade, pourquoi pas? Mais même ça, moi, j'imagine mal, tu vois. Je me dis, attends, imagine, tu as des gosses. Tu fais comment? Ils changent d'école, eux aussi, ils se font pas d'amis, ils vont te le reprocher plus tard, on a tout le temps bougé, machin. Non, pour moi, ça, c'est un délire de quand tu as 20 ans, tu vois. Quand tu es dans la vingtaine ou début de trentaine, ou c'est un truc de mytho, tu vois, les mecs qui attendent plus rien de la vie, là, ils sont là, ils ont 40, 50 ans. Ouais, ça aussi, c'est bien. Tu sais, digital nomade, t'es là, tu t'en fous, t'as pas envie de construire de toute façon. On va tous crever de toute façon. Donc, ouais, c'est une manière de voir les choses aussi, hein. Donc voilà, profitez de cette période pour ceux qui ont l'opportunité. Franchement, je vous conseille d'essayer quelques années, vous voyagez un maximum. En fait, le plus important, c'est de faire un maximum de pays. Profitez de cette période-là. Même si vous n'avez pas le temps de faire du tourisme, de faire des escales, des trucs comme ça, c'est pas grave, tu vois. Tu vas quand même ressentir, c'est la vibe, l'atmosphère de la ville, machin. Et une fois que tu as trouvé la ville qui te convient le mieux, et ben là, tu te poses. Tu vois, là, tu deviens sédentaire, tu te poses. Donc voilà. Fin de cette vidéo, il y a le groupe Discord pour ceux qui veulent s'expatrier et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.